Bonjour à tous. Donc quelques minutes pour consacrer au droit du sport. C'est vrai que l'accueil par la France en 2024 des Jeux Olympiques, c'est l'occasion pour nous de mettre en lumière le droit du sport. Donc c'est un droit qui est, je dirais, qui est polymorphe. Il a plusieurs facettes. D'une part parce qu'en fait c'est en réalité le résultat à la fois de l'application du droit commun classique, qui parfois va connaître quelques déclinaisons, quelques spécificités quand on l'applique à l'activité sportive. C'est le cas par exemple en matière de responsabilité civile, où il y a une jurisprudence relativement fournie en matière de droit du sport, mais finalement en matière de responsabilité civile, c'est le droit commun qui s'applique, sous réserve de quelques spécificités, par exemple avec l'application de la théorie des risques, qui a permis aux juges de légitimer des comportements en lien avec les exigences de la compétition. Et puis, c'est le droit commun, mais parfois aussi, il y a des règles spéciales qui ont été spécialement élaborées pour les activités sportives. Alors, le législateur, ces dernières années, n'a pas été absent du droit du sport, et c'est plus particulièrement la question de l'éthique dans le sport qui a concentré l'attention des pouvoirs publics qui ont réagi par différentes lois à certaines dérives sportives. Alors je ne vais pas énoncer l'ensemble de ces lois, mais quand même quelques-unes. La loi du 2 mars 2010 qui a renforcé la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Donc c'est par cette loi qui ont été prises un certain nombre, qui autorisent l'administration à interdire l'accès au stade chaque fois qu'il y a des risques d'atteinte à l'ordre public. Il y a la loi du 1er février 2012 qui vise à renforcer l'éthique du sport, qui comprend des dispositions sur la lutte contre le dopage. La loi du 1er mars 2017, qui elle aussi vise à préserver l'éthique du sport et qui vise à renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et à mieux contrôler les flux financiers générés par les activités sportives. Et c'est notamment dans cette loi qu'est intervenue une réglementation sur l'activité des agents sportifs, dont je parlerai un petit peu plus tard s'agissant de la jurisprudence. Et la loi du 2 mars 2022, toute récente, donc, qui vise à démocratiser le sport en France. Alors, en lien avec ces interventions des législateurs, il m'a paru intéressant de mettre en lumière la jurisprudence qui participe de ce mouvement de moralisation du sport, en sanctionnant les débordements qui peuvent nuire à l'image du sport. Ainsi en est-il plus particulièrement des violences physiques, certes, mais le plus souvent il s'agit de violences verbales dans les stades. Insultes à l'arbitre, propos à connotation homophobe, raciste ou antisémite sont malheureusement des comportements régulièrement déplorés à l'occasion d'une manifestation sportive. À cet égard, le droit prévoit des dispositions spécifiques qui permettent de combattre ce type de comportement. Alors notamment, et c'est cet article qui sera le support de la jurisprudence que je vais vous présenter ensuite, l'article 332.6 du Code du sport, qui prévoit que lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, le fait de provoquer par quelque moyen que ce soit des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne, groupe de personnes, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors la jurisprudence que j'ai choisi de vous exposer en premier concerne la première mise en œuvre par la chambre criminelle de ces dispositions. Alors celle-ci a ainsi jugé dans un arrêt du 25 juin 2013 que le délit de provocation à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive est caractérisé dans le cas où il est constaté que tant par son sens que par sa portée, le propos incriminé tendait, lors d'une compétition sportive, à inciter le public présent à la haine ou à la violence à l'égard du groupe de personnes. Alors concrètement, les faits étaient le suivant, ça se passe le 29 mars 2008 à l'occasion de la finale de la Ligue de football, et c'est un match qui oppose le club du Paris Saint-Germain à celui du Racing Club de Lens. Et donc une banderole de plusieurs mètres de long avait été déployée dans le Stade de France, au niveau de la tribune occupée par des supporters du club parisien, et celle-ci portait l'inscription à l'intention des supporters du club de Lens: pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch'tis. Alors, à l'issue de l'information ouverte pour identifier les auteurs de cette initiative, 5 personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Bobigny, et ces personnes ont reconnu avoir tenu un rôle dans la conception et l'installation de la banderole, et donc se sont retrouvées à répondre du délit de provocation de spectateurs à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive. La Cour d'appel, ils ont donc été condamnés. La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de condamnation, et la Cour de cassation, estimant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, va rejeter les griefs. Alors concrètement, quelles étaient les questions qui s'étaient posées à la chambre criminelle ?
Le premier moyen concernait l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, le premier moyen reprochait à l'arrêt d'avoir jugé que l'infraction donc prévue par le Code du sport était constituée alors que la Cour d'appel n'avait pas pris en compte le caractère humoristique de la banderole et que celle-ci était sans portée haineuse ou méprisante. Alors, la plupart des éléments constitutifs de l'infraction posaient évidemment aucune difficulté. La banderole avait été bien déployée lors d'une manifestation sportive, dans une enceinte sportive, et son contenu visait très clairement un groupe de personnes, à savoir les supporters du club de Lens, qui étaient présents dans le stade. En revanche, se posait la question de savoir si les termes mentionnés sur la banderole constituaient une provocation à la haine ou à la violence. Alors, en la matière, il est habituel pour la chambre criminelle, juge qu'une présentation tendancieuse peut constituer le délit de provocation à la haine, même lorsqu'il n'est pas exprimé dans des termes explicites de provocation ou d'incitation à la haine. Le délit est ainsi caractérisé si les juges constatent que tant par son sens que par sa portée, le propos incriminé tend à inciter le public à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées. Tel était bien le cas en l'espèce, et la Cour de cassation va approuver les juges du fond d'avoir interprété donc l'inscription litigieuse, exhibée au regard de tous, comme réduisant les gens du nord de la France et les supporters du club de Lens à des pédophiles, chômeurs et consanguins. Elle l'approuve également d'avoir tiré de cette interprétation la conclusion qu'un tel propos caractérisait une entreprise de dénigrement, tendant à inciter le public présent dans les tribunes à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, au sens de l'article du Code du sport précédemment rappelé. Il y avait également un deuxième moyen qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir, en violation de l'article, considéré sa peine d'interdiction les prévenus contestaient l'automaticité de cette peine complémentaire. La Cour de cassation, là encore, va rejeter le moyen et relever que la Cour d'appel s'est longuement expliquée sur cette condamnation. Elle énonce que la mise en œuvre de cette interdiction constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique qui suppose que dans une enceinte sportive où des valeurs de fraternité et d'échange entre les participants sont unanimement prônées par les organisateurs de matchs de football, le racisme et l'incitation à la haine ou la violence sont exclus. Voilà, donc il s'agit d'un arrêt illustratif de ce qu'il peut y avoir en matière de moralisation du sport. Le deuxième arrêt que j'ai choisi d'évoquer avec vous, c'est un arrêt beaucoup plus récent, et c'est sans doute la jurisprudence la plus importante qui a été rendue cette année en matière du sport. C'est un arrêt en matière de droit civil, et elle concerne l'exercice par un avocat de l'activité d'agent sportif. Par un arrêt effectivement du 29 mars 2023, la première chambre civile a jugé qu'un avocat mandataire sportif ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif. Alors, le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris avait en juin 2020 inséré un article dans son règlement intérieur qui prévoyait que l'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport contre rémunération les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail. Donc en clair, le barreau avait prévu que l'avocat mandataire sportif peut également exercer l'activité d'agent sportif. L'activité d'agent sportif, c'est celle qui se déroule en fait en amont, qui permet en fait tout ce qui va se dérouler en amont de la conclusion elle-même du contrat sportif. La Cour d'appel de Paris a jugé que ces dispositions étaient illégales et prononcé leur annulation. Il y a donc eu des pourvois formés par le Conseil de l'ordre et l'Association des avocats mandataires sportifs, et la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en retenant que l'avocat mandataire sportif ne peut, tant à titre principal qu'accessoire, exercer l'activité d'agent sportif. La relation entre les professions d'avocat et d'agent sportif est ancienne et complexe. Et cet arrêt s'inscrit en fait dans une logique de clarification de ces rapports, en délimitant clairement le champ d'intervention des avocats lorsqu'ils accompagnent des acteurs du sport dans le cadre de la conclusion de contrats de travail ou de participation à des compétitions ou encore des contrats de transfert. Il en résulte donc que les avocats ne peuvent avoir qu'une fonction de mandataire qui leur permet de représenter les intérêts d'une seule des parties à ces contrats. Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent sportif qui a pour mission de mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat. Alors c'est une solution qui pouvait s'appuyer sur l'intervention du législateur, puisque la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires était intervenue et avait prévu explicitement que les avocats
elle avait défini finalement de manière limitative le rôle des avocats en matière sportive, en considérant qu'ils ne pouvaient avoir que la qualité de mandataire de l'une des parties intéressées. Donc, ce qui signifiait qu'implicitement, le législateur avait souhaité délibérément cantonner l'intervention de l'avocat à ce rôle de mandataire dans les relations entre un sportif ou un entraîneur et un club. Alors, le statut d'agent sportif, effectivement, suppose l'obligation d'avoir une licence et d'être soumis à la discipline des fédérations sportives et se trouve ainsi contraire au principe essentiel de la profession d'avocat. Le décret qui régit la profession d'avocat posant le principe que la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. Je vous remercie de votre attention.